Bonjour à tous et bienvenue dans ce 39e numéro de Terre de l'Aube. Ce rendez-vous mensuel est réalisé en partenariat avec la Chambre d'agriculture, vous le savez. Aujourd'hui, grâce à nos trois invités et à des reportages signés Christian Vieira, nous allons découvrir comment agriculteurs et chasseurs travaillent ensemble pour préserver la biodiversité. Un travail qui n'est pas forcément connu du grand public et qui est très important pour nos campagnes. Plus de détails avec ce sommaire. Les chasseurs ne se contentent pas de tirer sur des gibiers, les fédérations se présentent même comme des alliés de la biodiversité, mais qui le sait? Chaque année, les chasseurs entretiennent et plantent plus de 20 000 km de haies et bosquets. Ils entretiennent également les mares et chemins. Dans l'Aube, nous verrons comment ils conseillent les agriculteurs pour favoriser la biodiversité. Mission et action, aujourd'hui Terre de l'Aube dévoile une partie des coulisses des fédérations de chasseurs. Je vous propose donc de découvrir nos invités au fur et à mesure de l'émission. Mais commençons avec vous, Michel Niepce. Vous êtes vice-président de la Fédération départementale des chasseurs de l'Aube. Question simple, essentielle. Qui sont les chasseurs au bois? Quel est leur âge? Eh bien, disons que les chasseurs au bois ont une moyenne d'âge d'environ 56 ans. C'est bien évidemment un âge bien avancé, mais... Oh, bon, plein de vigueur, allons-y. Mais on a un certain nombre de jeunes qui reprennent le flambeau au fil des jours. Et en nombre? Donc, nous sommes 10 900 actuellement. Une activité exclusivement masculine ou c'est une fausse image? Non, nous avons également quelques femmes qui participent à la chasse, mais elles sont relativement peu nombreuses puisqu'elles sont de l'ordre de 3%. Alors, pour mieux connaître encore ce monde de la chasse, à vos côtés, Christophe Urbaniak, vous êtes directeur de la Fédération régionale des chasseurs de Champagne-Ardenne. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Pour connaître également cet univers de la chasse, quelles sont les espèces présentes dans la région, tout simplement? Alors, dans la région Champagne-Ardenne, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut pratiquement chasser toutes les espèces chassables en France, mis à part les espèces de montagnardes, puisque malheureusement, on n'a pas de montagne. Oui, on n'a pas de montagne. Donc ça va de... Il y a Mongueux, mais ça ne suffit pas. Ça suffit. Il y a la montagne de Reims aussi. Hein. Non, donc ça va de l'alouette jusqu'au lapin de Garenne, au chevreuil, au canard. Enfin, il y a une multitude d'espèces, et c'est vrai que le milieu nous permet justement de chasser un grand nombre d'espèces en Champagne-Ardenne. Une vraie terre de chasse, en tout cas. Exactement. Alors, Christian, vous l'avez dit hein, dans le sommaire, apparemment, les chasseurs ne passent pas tout leur temps à tuer le gibier. Oui, il y a bien sûr l'émission de la Fédération des chasseurs. Il y a celle qui est bien connue, c'est l'obtention du permis. Eh bien, il faut passer par la Fédération des chasseurs. Permis de chasse, il faut passer par les fédérations pour l'obtenir, même si ce n'est pas eux qui le délivrent. Mais en fait, les missions vont bien au-delà. Et finalement, elles ont des répercussions auprès à la fois de la population et à la fois auprès des agriculteurs. Et c'est ce que je propose de découvrir en images. Reportage. Chasse en meute, au chien d'arrêt, à l'arc ou à court, ils ne sont que 1% des chasseurs au bois à pratiquer ce type d'exercice. Comme les autres, ils bénéficient des services de la Fédération de chasseurs, formation et gestion. Plus inattendu, la fédération intervient également en milieu scolaire. On s'est surtout à former ou informer les jeunes à démontrer ce que c'est qu'un lièvre, un lapin, une perdrix, une caille, un faisan, un chevreuil ou une chevrette, une biche et un cerf, montrer beaucoup de choses, et puis ainsi que la flore, et la faune et la flore et un peu tout. C'est surtout pour remontrer ce qu'il y a dans notre nature, exactement dans nos plaines, parce que les gens ne savent pas qu'il y a du lièvre, du chevreuil ou beaucoup de choses, et surtout les gens de la ville hein, quand même. Autre mission méconnue du grand public, la fédération consacre 5% de son budget annuel à l'indemnisation des dégâts agricoles causés par les grands gibiers, une mission quotidienne. Là on voit un problème de dégâts donc de vaches sur des cultures de maïs. Après c'est par rapport aux dégâts. Les dégâts, il faut qu'on bien faire le distinguo entre le dégât de vache et les dégâts de son livre. Notre mission, c'est quand même unique, on va dire, c'est quand même la seule branche sportive, on va dire, si on prend la chasse quand même comme un sport, qui payons quand même les dégâts aux agriculteurs. C'est pas les assurances qui payent les dégâts aux agriculteurs, de dégâts de grand gibier, hein, je dis bien dégâts de grand gibier. C'est quand même un travail important et souvent c'est surtout un budget qui peut être important. Grâce à la présence des chasseurs dans la nature, la veille sanitaire est assurée.
Les cadavres d'animaux sont collectés pour analyse. Cela permet de prévenir des épidémies comme la tularemie du lièvre. La tularemie peut être pour l'homme quand même transmissible d'une certaine manière. Donc il faut faire attention. Donc les gens doivent être prévenus qu'il y a la tularemie sur telle et telle commune. Pour l'organisation de la chasse et la sauvegarde de la faune et de la flore, la fédération n'agit pas seule. Comptage, commission, elle collabore avec des représentants du monde agricole, de la protection de la nature ou de la gestion forestière. On attribue un nombre maximal d'animaux pour éviter que les chasseurs en tuent trop, ce qui mettrait la population en péril. On attribue un nombre minimal également pour éviter que la population prolifère et qui engagerait l'avenir du milieu naturel. Il existait à une certaine époque suffisamment de prédateurs pour assurer cette régulation, mais ces prédateurs dans le monde naturel actuel n'existent plus. Le chasseur se substitue aux prédateurs pour effectuer cette régulation. Dernière mission, la Fédération des chasseurs réprime le braconnage en se constituant partie civile. Alors Michel Niels, on vient de le voir, les missions sont extrêmement nombreuses. On va peut-être se focaliser sur la mission de protection de la nature, de la faune sauvage. Alors, quand même, les agriculteurs sont là. Après les moissons, les sols sont nus. En novembre, les restes de plantes sont broyés. Tout ça, c'est pas vraiment favorable pour la vie de la faune sauvage. Et vous, là-dedans, est-ce que vous intervenez? Est-ce que vous les accompagnez? Est-ce que vous donnez des conseils? Qu'en est-il exactement? Bien entendu, le rôle de la fédération n'est pas uniquement de s'occuper de l'espèce gibier. Elle peut également intervenir au niveau de l'assolement et donner un certain nombre de directives pour pouvoir cacher le gibier au mieux. Le cacher et le nourrir, bien entendu. Vous interagissez avec la Chambre d'agriculture? Nous agissons avec la Chambre d'agriculture. Les techniciens agricoles et les techniciens cynégétiques peuvent travailler en duo. C'est le domaine d'agrifaune dont on va parler sans doute. Certainement, oui. Hervé de Normandie, notre troisième invité. J'ai presque envie de dire notre chroniqueur dans Terre de l'Aube, parce que c'est toujours un plaisir de le recevoir sur ce plateau. Vous êtes élu à la Chambre d'agriculture. Alors, on parle ce soir des relations, des partenariats entre chasseurs et agriculteurs, deux mondes qui se côtoient. Quelque part, les dégâts de gibier sont importants. Et est-ce que vous arrivez à vous entendre avec les chasseurs pour travailler, par exemple, sur ces dégâts de gibier? Alors, c'est vrai qu'on est deux mondes qui occupons le territoire. Deux mondes qui avons appris à se connaître depuis de nombreuses années, une trentaine d'années en tout cas pour mon cas, qui ai commencé à travailler avec les chasseurs au titre des organisations professionnelles agricoles. Et donc, grâce à l'entente justement qu'on a su construire ensemble, on a pu mettre en place des moyens de lutte assez efficaces. Alors, des moyens de lutte qui à 100% vont protéger les cultures, ça n'existe pas. Mais je vous prends l'exemple des clôtures électriques. Au départ, on posait des clôtures électriques en parcellaire pour protéger les parcelles. Ce qui était un peu parfois une aberration parce que les animaux qui rentraient ne ressortaient plus forcément, surtout dans les maïs qui faisaient déjà 1 mètre ou 2 mètres de haut. Grâce au partenariat et à la bonne entente ensemble, on est parti sur le principe de faire des clôtures électriques en linéaire autour des massifs forestiers les plus importants. Et là, on a vu chuter de façon assez conséquente les problèmes de dégâts de gibier. Alors après, ça dépend aussi des populations. Même si vous entourez les massifs, les années où il y a des grosses reproductions au niveau des sangliers, vous n'empêcherez pas les animaux, s'il manque d'alimentation à l'intérieur du massif, de traverser les clôtures et d'aller se nourrir à l'extérieur. Mais globalement, ça a été la grosse avancée significative en termes de protection des cultures. Oui, Christophe Urbaniak, il y a 11 000 chasseurs dans le département, il y a peut-être 11 000 anti-chasseurs dans le département. L'image peut-être qu'ils ont de la protection, de vos missions de protection de la faune, c'est on élève des faisans, on les lâche avant la chasse. Alors quelle est vraiment la mission, la vision plutôt des fédérations des chasseurs pour la protection de la faune sauvage? Mais il faut savoir que les chasseurs travaillent à la fois sur l'espèce mais sur les milieux. Donc il faut savoir que dans la région Champagne-Ardenne, les espèces, certaines, pas tous, sont soumises à des plans de chasse. Alors plan de chasse, c'est peut-être un mot qui peut paraître barbare, on pourrait appeler ça des plans de gestion. C'est-à-dire que les chasseurs sont organisés, je prends l'exemple de la perdrix par exemple, ils effectuent des comptages au printemps pour estimer les populations de reproducteurs. En fonction de la reproduction, donc en été vous avez un échantillonnage qui permet d'évaluer le nombre de jeunes par adulte, et en fonction des résultats, ça nous permet d'attribuer, donc de développer un plan de chasse
avec des dispositifs de marquage qui permettra un prélèvement, mais qui tient compte à la fois des pertes hivernales et estivales et de la volonté de faire évoluer ou au minimum de maintenir cette population pour l'année suivante, quoi. Il y a une expression courante dans le monde de l'agriculture, c'est le développement durable, vous aussi? Ah, complètement. Tout à fait. De toute façon, il n'y a pas de chasseurs sans gibier. Donc s'il n'y a plus de gibier, il n'y a plus de chasseurs. Donc c'est simple. Alors justement, Christian, on va peut-être entrer dans les détails et donner des exemples d'actions de protection de l'environnement réalisées par il y en a une qui est remarquable, il me semble, c'est celle qui se nomme Agrifaune, on l'a citée à l'instant, et on va voir à quoi elle consiste. Elle consiste surtout à concilier le développement de la faune sauvage, on vient d'en parler, et tout en conservant les performances des exploitations agricoles. Voilà le défi. Alors au niveau national, 2 millions d'euros sont investis chaque année. Il y a 60 départements qui participent, dont l'Aube. Et dans l'Aube, je propose d'aller dans la ferme modèle qui se trouve à Saint-Benoît-sur-Seine. La Fédération départementale des chasseurs a financé l'implantation de bandes enherbées au prix de 600 € l'hectare à peu près. Alors, à quoi ça sert? Réponse en images. Le nord de l'Aube se distingue par la platitude des champs à perte de vue. Dès 2008, Éric Hameau a choisi d'implanter 2500 mètres de haies et 1700 de bandes enherbées. Pour partir un peu sur une agriculture dite intégrée, donc intégrée à son environnement, donc c'est pour favoriser principalement les auxiliaires de culture, donc les petites bêtes qui vont manger les pucerons, etc., etc. Ça peut choquer mon père à l'origine qui a défriché et derrière lui je replante quelques parties, mais je trouve qu'au niveau paysager c'est beaucoup plus intéressant. Ces haies et ces bandes enherbées ont été financées au niveau régional. La Fédération des chasseurs apporte son expertise pour choisir les essences et favoriser l'implantation de la faune sauvage, perdrix, alouettes, fauvettes et insectes. Donc nous, au niveau de la Fédération des chasseurs, l'espèce qui nous préoccupe le plus, c'est quand même la perdrix grise. Et donc la perdrix grise, dans son mode de reproduction, les jeunes perdrix, les poussins, quand ils naissent, quand ils sortent de l'œuf, ils sont insectivores. C'est-à-dire qu'ils ont besoin d'insectes pour se développer pendant les 3 premières semaines de leur vie. Sans insectes dans le sol, on a de la mortalité. Là, on a au niveau des couverts qui sont présents dans la haie, donc des essences végétales qui sont favorables à la production d'insectes, ce qu'on va appeler des auxiliaires de culture, notamment les carabes, qui sont donc des prédateurs des ravageurs de culture et qui vont aller se nourrir dans la parcelle voisine et permettre ainsi à l'exploitant agricole de mettre un petit peu moins d'intrants, notamment des insecticides. En Champagne-Ardenne, un réseau de fermes agrifaune a été créé dans chaque département. Des fermes agrifaunes, on en a 2 à 3 par département. Elles ont plusieurs objectifs. L'objectif essentiel, c'est de nous servir d'outils de support pour l'expérimentation, pour la démonstration et pour la communication. Ça marche, oui. En fait, on a déjà une approche, l'approche des agriculteurs eux-mêmes, rien qu'à entendre leurs commentaires, leurs réflexions sur leurs aménagements qui sont satisfaits de les avoir mis en place. Déjà, l'expérience montre que visuellement, on arrive à observer des compagnies de perdrix qui vont être localisées au pied des bandes enherbées ou au pied des buissons. Et donc déjà visuellement c'est important d'avoir cet aspect-là, même si c'est toujours difficile de chiffrer l'intérêt que peut apporter la biodiversité sur une exploitation agricole. La démarche d'Agrifaune a débuté en 2007 en Champagne-Ardenne. Dès le début de l'opération, une base de données enregistre l'ensemble des opérations menées. Objectif, présenter des références techniques sérieuses qui permettront de convaincre d'autres agriculteurs volontaires pour se lancer dans la démarche Agrifaune. Donc là, je crois qu'on a bien vu un exemple comment concilier chasse, protection de la nature et besoins de l'agriculteur. Mais Christopher Urbaniak, j'ai l'impression que ça s'inscrit dans une démarche, vraiment une vision très très globale. Alors, réalisant ce reportage, j'ai entendu parler de trame verte, trame bleue. De quoi s'agit-il exactement? La trame verte, trame bleue, elle est décrite. Il y a la loi Grenelle, vous avez dû en entendre parler. Elle a fait pas mal de bruit. Tout va bien. Donc là, on va peut-être aller un peu plus mal. Donc la loi Grenelle définit justement tout ce qui est trame verte, trame bleue. Donc c'est une sorte de corridor de libre circulation de la biodiversité et des animaux en général qui est défini à travers cette loi, quoi. Donc si vous voulez en savoir plus, je pense que... Mais ça se travaille au-delà des départements. Au-delà des départements, des voies donc c'est un peu des voies entre des puits de biodiversité remarquables et ordinaires. Donc si vraiment vous voulez en savoir plus, je pense qu'il faut inviter les services de l'État. Je pense que ça pourrait être le sujet d'une autre émission. Ce sera le cas. Hervé de Normandie, autre question liée à
la collaboration entre chasseurs et agriculteurs. Est-ce qu'ils travaillent ensemble pour des opérations de comptage d'espèces, par exemple? Alors c'est bon, c'est pas généralisé, mais c'est plus des habitudes ponctuelles suivant les secteurs où effectivement les agriculteurs peuvent participer au comptage. Et dans les agriculteurs, il y a des agriculteurs chasseurs, mais il y a des agriculteurs non chasseurs qui peuvent se passionner aussi, on a vu le cas dans le reportage, qui peuvent se passionner aussi pour l'agrifaune sauvage. Et entre autres, c'est vrai que c'est pas déplaisant de voir des perdrix ou des lièvres au milieu des champs. C'est pas le gros problème pour un agriculteur. Il vaut mieux voir ça que de voir des sangliers. Alors, Christophe Robagnac, il y a aussi, vous aimeriez bien voir, c'est surtout la perdrix grise qui apparemment est de moins en moins présente dans le département. Vous faites des actions pour éviter sa disparition, mais que faites-vous exactement? Alors, actuellement, je pense que vous parlez de l'étude. Donc, il y a une étude nationale qui a été mise en place. Elle a été mutualisée à l'échelle du département de la région Champagne-Ardenne. Donc, il y a une étude qui mesure différents facteurs. Parce que depuis quelques années, il y a une diminution de sa population. Je vous ai parlé tout à l'heure qu'on quantifiait cette population chaque année. Il y a une diminution. Donc il y a une étude nationale sur laquelle on a équipé, sur un territoire, on a équipé des perdrix avec des émetteurs pour pouvoir les suivre et savoir pourquoi elles mouraient, quoi. Et avec tout un tas de facteurs. Donc on observe la pluviométrie, les températures, le suivi au niveau des insectes, c'est-à-dire qu'on parallèlement à ça, on capture les insectes pour voir s'il y a un problème. Et c'est un réel partenariat avec le monde agricole. Là, je peux le souligner, puisqu'on se posait aussi des questions pour savoir s'il y avait une réelle influence des produits phytosanitaires. Et le monde agricole a ouvert ses livres. Donc maintenant, ils ont une traçabilité. Donc ils savent, on sait ce qui passe. Ils ont joué le jeu avec nous. Ils ont transmis tous leurs documents, parce que c'est assez complexe de rechercher des molécules. Et là-dessus, on peut souligner. Donc là, on est sur la première année. On observe un petit peu et les conclusions viendront à l'issue des 2 années. Mais on essaye de trouver des réponses, parce qu'on n'a pas toutes les réponses, quoi. Alors Michel Mignès, ça sous-entend que finalement vous avez une mission de protection de la biodiversité, vous avez carrément des personnels dédiés à ça? Bien sûr, les techniciens sont là pour assurer le suivi, l'étude technique et j'allais dire inciter les agriculteurs qui le veulent à mordre dans la démarche agrifaune. On parle de 200 ingénieurs et techniciens, c'est ça? À l'échelon national, bien sûr. Hein. Je crois qu'il y a aussi l'entretien des zones humides, j'ai vu ça, les chemins. Il y a d'autres missions comme ça, hormis l'aspect scientifique de bagage des oiseaux et de suivi par radio. Nous faisons des opérations de bagage d'oiseaux pour voir un petit peu faire une étude de la migration, par exemple. Hein, nous pouvons faire de la vaccination. Nous pouvons faire des prélèvements, notamment lorsqu'on a eu l'épidémie de grippe aviaire. Nous avons fait des analyses sur les canards, sur les oiseaux. Nos techniciens participaient au prélèvement et ont pu donc faire de la vigilance sanitaire en quelque sorte. Alors Michel Niepce, question naïve, parce que vos actions, elles n'ont pas l'air si évidentes que ça. Protection de l'environnement, travail avec les agriculteurs, passion de la chasse. Quand je vois dans le reportage, je vois que les haies sont un refuge pour la faune, mais en même temps, il y a beaucoup d'insectes qui y vont. Ça ne serait pas nuisible pour les cultures, ça, les insectes? Eh bien sûr que non. Les insectes ont leur grande utilité. On a par exemple en bordure de parcelles un certain nombre j'allais dire, c'est une flore libre et qui attire beaucoup d'insectes, notamment les coccinelles, les carabes, les araignées, etc., qui sont j'allais dire des insectes très utiles pour la pollinisation des cultures, mais aussi pour la régulation des nuisibles. Les carabes vont manger les limaces, par exemple. Alors ça veut dire que Hervé de Normandie, demain, chez vous, il y a des haies partout. Est-ce que vous avez l'obligation Moi, vous savez, moi, je suis en Champagne humide. Alors, vous savez, la biodiversité en Champagne humide, on la connaît depuis longtemps. Donc, c'est pour ça que les efforts se portent souvent plus sur des plaines de Champagne crayeuses où on manque de biodiversité. Mais c'est clair, je rejoins complètement M. Niepce sur les lait. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il faut inciter les exploitants agricoles. D'ailleurs, on passe moins d'insecticides, il faut le dire. Par exemple, une année comme l'année dernière, il y a eu beaucoup moins de pression, entre autres pucerons. Il n'y en a pas traité ou très peu traité au niveau de l'insecticide à l'épiaison. Donc souvent, c'est au moment de la nidification des perdrix. Et puis, le long des haies, on a tout intérêt à couper la rampe en bordure d'eux, puisqu'on a de toute manière des prédateurs. C'est un acte volontaire ou c'est obligatoire bientôt? Non, alors de couper la rampe d'insecticide le long de la haie, pour l'instant, c'est pas obligatoire. Non, mais les haies, oui. Alors les haies, oui, au niveau du développement de la politique agricole commune, il faut préserver un certain nombre, j'allais dire, d'éléments fixes sur le territoire.
territoire. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, les retournements de haies sont plus possibles. La préservation d'arbres isolés ou de choses comme ça, ou la mise en place de bandes enherbées. Donc, mais d'un autre côté, ça permet aussi de lutter, par exemple, contre l'érosion. Si on reprend la Champagne crayeuse avec certains versants sans protection de haies, et c'était le cas si on avait plus questionner l'exploitant sur le reportage. Il est dans une exploitation avec beaucoup de pentes. L'intérêt des haies aussi, c'est de préserver contre l'érosion. Donc il y a carrément un village qui a été protégé grâce à des inondations. Ça évite, voilà. Donc bon, je veux dire, c'est tout un ensemble à prendre en commun et il ne faut pas toujours prendre que sous la voie de la contrainte. Allez Christian, encore quelques exemples de partenariats chasseurs-agriculteurs sur la protection de l'environnement. Oui, je vous propose deux témoignages de deux agriculteurs. Le premier évoque les actions des chasseurs en faveur de la protection de ces cultures contre les gibiers. Et le deuxième nous fait visiter son exploitation afin de montrer ses aménagements quotidiens, son travail quotidien favorable à l'implantation de la faune sauvage. Reportage. Bruno exploite 168 hectares. Ici, dans le Chaourçois, bois et surface agricole se mêlent. Un vrai casse-tête pour les agriculteurs. Au milieu des vaches, il y a des sangliers, il y a des cerfs, il y a des chevreuils, il y a des lièvres, il y a tout le gibier qui existe est présent sur l'exploitation. Au mois de septembre, les animaux sauvages n'ont plus grand-chose à manger dans les massifs boisés. Et ils se retournent vers les champs de culture. L'année dernière, j'ai eu 1,5 hectare sur 7 hectares de saccagés, avec impossibilité de récolter, et dans les prés, des trous, dans les colzas, des mauvaises levées, parce que le sanglier, il fouille et il saccage toute le semis. Mais... La solution, il a trouvé auprès de la Fédération des chasseurs de l'Aube. Celle-ci a financé l'achat de 12 km de clôture électrique. Avec sa famille et amis, Bruno Michel a délimité les lisières de bois et une partie de ses champs en toute discrétion. Pour le gibier, tel que le sanglier qui nous pose le plus de problèmes, c'est que 2 fils suffisent. Un à 20 cm qui empêche les petits de passer, qui les piquent, et un à 40 cm pour empêcher les gros de sauter par-dessus le premier fil. Dans ma parcelle, là, à la date d'aujourd'hui, j'ai fait le tour encore récemment, il y a peu de dégâts. À Droussambal, Denis Andry exploite 200 hectares. Ce chasseur-agriculteur veille à laisser des espaces appropriés à la faune sauvage. Donc là, on voit effectivement une peuplerie qui a été replantée, effectivement avec bande enherbée de 8 mètres, qui effectivement matérialise ce qu'on disait tout à l'heure, la protection de l'eau effectivement, mais qui améliore l'abri du gibier. En période de sécheresse, Denis Andry doit gérer au plus juste l'irrigation. Effet inattendu mais logique, la faune en profite également. Et de toute façon, ça n'apporte pas que des contraintes, l'irrigation sur des légumes. Ça apporte aussi la gestion sur la biodiversité. Et on le visualise tous les matins, à partir du moment où on va à l'irrigation de très bonne heure. On observe des perdrix, on observe des lièvres, on observe la petite faune en général, et qui est extrêmement favorable pour ces espèces. Denis Andry veille également à éviter de trop tailler et broyer ses haies. Aujourd'hui, il constate les effets de ses actions en faveur de la faune. Les lièvres sont de retour pour son plus grand plaisir d'agriculteur-chasseur en contact permanent avec la biodiversité. Hervé de Normandie, est-ce qu'il existe d'autres exemples d'obligations qui sont favorables à la faune ? Alors c'est la couverture des sols, puisqu'aujourd'hui on a l'obligation de couvrir les sols à 90% pendant toute la période automnale, et voire certains les laissent aussi sur la période hivernale. Donc le double intérêt pour nous au niveau préservation aussi des nappes phréatiques avec le captage des nitrates, mais double intérêt pour la faune sauvage puisque ça fait un lieu de refuge et l'intérêt aussi qu'il y ait des exploitants qui sèment très tôt derrière la moissonneuse batteuse ou voire certains sèment sous la moissonneuse batteuse. Ça permet d'avoir des couverts qui élèvent très rapidement et d'avoir un couvert pour le gibier parce qu'après moisson c'est le terrain, la plaine est très nue. Voilà, donc plus on peut faire de couverts et mieux c'est pour la faune sauvage. Christophe Urbaniak, on a passé à peu près la demi-heure à évoquer la protection de la faune. Est-ce qu'on peut imaginer qu'ici, dans l'Aube, des espèces disparaissent si rien n'est fait ? Je pense que oui. Après, quand on parle espèces, on parle milieu. Donc avant de voir la disparition de l'espèce, il faut peut-être voir la disparition des milieux. Mais je pense que pas mal de monde, même le monde agricole, en a pris conscience. Monsieur de Normandie le parlait tout à l'heure sur la préservation des haies. Je pense que ça commence par là, quoi.
En tout cas, merci d'avoir participé à Terre de l'Aube. C'est toujours très agréable d'avoir des invités très relax. Il y a eu beaucoup d'humour dans les coulisses de cette émission. Et si vous voulez plus d'informations sur tous les sujets que nous avons évoqués dans Terre de l'Aube, un numéro de téléphone, la Fédération départementale des chasseurs, au 03 25 71 51 11. Merci Christian pour ces reportages. Plaisir. Et on se retrouve le mois prochain pour un futur Terre de l'Aube.